Judith Souminois, la première ministre, a reçu hier les membres du Présidium de l'Union Sacrée. Elle a échangé avec eux. Nous allons parler avec nos invités. Et autre sujet d'actualité, c'est les séjours à Kinshasa de la délégation ukrainienne. Et on a annoncé l'ouverture de l'ambassade de l'Ukraine en République démocratique du Congo. Nous allons en parler avec nos invités ce matin. Deux sont déjà là, Damien Terranova et Christian Moleka. Nous sommes dans l'attente de Fumutoto. Damien Terranova, bonjour. Bonjour Maman Gisèle, je salue mon co-débatteur que j'apprécie beaucoup quand je l'observe, je le regarde sur d'autres chaînes et on s'est déjà vu une fois dans la vie active. Je vous salue aussi, je salue Dodomo Thierry, je salue nos téléspectateurs, surtout ceux qui nous insultent et ceux qui apprécient notre façon de débattre. Nous devons toujours reconnaître que ceux qui ne nous apprécient pas et qui nous insultent, et aussi manifester leur opinion. C'est une très bonne chose qu'ils continuent ainsi. Comme ça, nous aurons toujours amélioré ce que nous avons fait hier de mal et pour le faire le mieux aujourd'hui. Et surtout que nous parlons de la République démocratique du Congo. Nous voulons que la République démocratique du Congo aille de l'avant, que la République démocratique du Congo sorte des frappeurs qui sont en train actuellement de gérer le pays. Et donc je remercie le patron de la chaîne qui nous a donné ces privilèges de parler aux Congolais du pays et ceux de l'étranger. Je vous remercie Madame Gisèle. Merci. Alors vous êtes avec Christian Moleka. Bonjour Christian Moleka. Bonjour Madame et bonjour à mon co-débatteur également. C'est toujours un plaisir de rencontrer le patriote, les fils de mon pays, quelles que soient nos divergences de point de vue sur un plateau. C'est d'ailleurs dans cet échange que l'on construit l'unité de mon point de vue. Même si je ne partage pas qu'elle accepte les insultes, parce que ça ne fait pas partie du champ normal d'une démocratie, il ne faut pas l'accepter. Les insultes n'ont pas de place dans une démocratie. Chacun a le droit d'avoir une opinion, et dans une démocratie, c'est la pluralité d'opinions, donc les opinions contraires doivent exister. Il faut que les gens acceptent d'accepter la contradiction sans insulter. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a lancé Politoscope, parce que ça fait partie des violences. C'est une forme de violence. Les gens doivent s'habituer à accepter la contradiction, à accepter les idées contraires. Qu'on dise des choses qui ne vous plaisent pas. La liberté d'expression, c'est dire ce que l'on veut, mais pas de dire n'importe quoi. Mais on peut accepter des critiques, c'est différent des insultes. Oui, les critiques, ce n'est pas les insultes. Donc on est libre de dire, Monsieur Damien, je ne suis pas d'accord avec vous, ce que vous dites est faux, et on le démontre, mais on n'est pas tenu de l'insulter parce qu'on ne partage pas ce qu'il dit. Ce n'est pas la démocratie. Ok. Pourtant, nous les subissons tous les jours. Pourtant, malheureusement, ça fait partie des... D'ailleurs, avec le Politoscope, nous avons démontré que les injures font partie des premières formes de cyberviolence au Congo. Et donc, les rapports existent. Il faut que nous travaillions à combattre ça, que ça disparaisse, qu'on accepte la contradiction, qu'on accepte la pluralité d'arguments, qu'on accepte que nous ayons cette diversité des points de vue. Mais c'est difficile d'arrêter des insultes, surtout sur les réseaux sociaux. C'est difficile parce que c'est une forme d'inculture qu'on nous a donnée depuis de longues années, entretenue également par quelques acteurs politiques qui l'ont utilisé à défaut d'avoir un argument, un contenu à proposer. C'est difficile parce qu'on a une population qu'on n'éduque pas non plus. Il faut travailler à éduquer la population à la démocratie, à comprendre quelles sont les valeurs et les pratiques liées à la démocratie, à la liberté d'expression. Voilà, quand on vous donne un objet ou un outil, on l'accompagne toujours d'une notice. Donc quand on donne une pratique démocratique, on doit nous expliquer les valeurs qui l'accompagnent. Donc voilà, nous avons le droit d'avoir un point de vue, d'en discuter, d'en parler, mais de respecter le point de vue de l'autrui, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Voilà. Alors on prend le premier sujet avec vous, Damien Terranova. Nous parlons du séjour de la délégation ukrainienne ici à Kinshasa, l'ouverture de l'ambassade, et il y a des analyses des observateurs qui estiment que RDC a tourné le dos à la Russie, on peut dire ça. Parce que tout le monde voulait que nous puissions vraiment aller vers la Russie. Oui, c'est même... il n'y a aucun mal lorsque un pays s'ouvre à un autre pays, parce que cela va faciliter beaucoup d'échanges, des échanges économiques, des échanges des technologies, des échanges des expériences. Il n'y a aucun mal pour ça. Et que les Ukrainiens, c'est un pays qui est en guerre aujourd'hui. Certainement, ils sont en train de chercher aussi, comme nous d'ailleurs, des espaces où ils peuvent mettre leur population.
Et comme vous le savez, le Congo est guetté par plusieurs pays. Et voilà, donc ils sont là. Mais néanmoins, cela démontre aujourd'hui que M. Félix Tshisekedi mène une politique aveugle. Parce que finalement, il a commencé avec... il était un moment avec l'Occident, les Européens, puis un moment il a voulu aller vers les Russes, et aujourd'hui, c'est l'Union européenne qui l'impose une ambassade de, comment on appelle, de l'Ukraine au Congo. Alors ça, nous Congolais, nous devons vraiment ouvrir les yeux, essayer de regarder les réalités en face et de trouver, de faire une chirurgie qui convienne pour trouver le pourquoi les amis arrivent pendant qu'eux, ils sont en crise déjà, dans un autre pays en crise. Alors, quels sont leurs objectifs? Et tout ça, nous devons y réfléchir et chercher à comprendre le pourquoi. C'est parce que nous avons des situations similaires. L'Ukraine est attaquée par la Russie. Mais deux aveugles et la RDC est attaquée par le Rwanda. Deux aveugles ne peuvent pas se conduire. C'est vrai que nous sommes un pays agressé par ceux-là même qui soutiennent l'Ukraine. Hein? Nous sommes agressés par eux parce qu'il faut le dire. Et nous le disons et nous ne cesserons jamais de le dire, que nous sommes agressés par le Rwanda qui est un pantin de l'Occident. Et aujourd'hui, l'Ukraine est soutenue par l'Occident. Alors, venant chez nous, ça nous donne on doit vraiment réfléchir pour savoir quel est le mobile qui les pousse de venir chez nous. Alors, je reviens à vous, Christian Moleka, votre analyse également. Il faut déjà rappeler que nous sommes déjà depuis 2 ans dans un contexte de guerre froide. Aujourd'hui, l'Afrique est au cœur des enjeux géopolitiques entre ce qui se passe en Ukraine, entre le bloc occidental et les blocs russes qui se dessinent, le sud global qui se dessine en quelque sorte. Si vous allez vous rappeler très bien, depuis le début de la guerre en Ukraine, les pays africains ont massivement soit refusé de condamner la Russie, soit voté abstention. Lors des différents votes amenés au niveau de l'ONU. Et donc, les observateurs ont vu que les Africains étaient plus ou moins alignés, en tout cas l'élite africaine, plus ou moins alignée ou assez proche de la Russie. Donc, l'offensive ukrainienne en Afrique vise à changer la perception des Africains sur cette question-là. Nous ne sommes pas le seul pays concerné. Je crois que c'est le 6e pays où l'Ukraine va ouvrir une ambassade en Afrique. Et donc, il y a une volonté bien pensée, rationnelle, d'envahir l'Afrique et de changer la perception des élites et la population africaine sur cette question-là, notamment sur la Russie. Parce qu'aujourd'hui, qu'on ne se voile pas la face, il y a une forme de sentiment pro-russe qui se développe d'abord à l'ouest de l'Afrique, en Afrique centrale, notamment en Centrafrique, au Mali, au Niger. Et ce sentiment-là, au Congo, est-ce que ça ne commence pas non plus à naître? Et donc, il y a une volonté bien pensée de rééquilibrer cela. Et donc, les autres pensent. Il ne faut pas empêcher aux Ukrainiens de penser comment influencer les Africains dans la perspective des sanctions ou de soutien diplomatique vis-à-vis de sa guerre avec la Russie. Le problème, ce n'est pas que les autres pensent. Le problème, c'est que qu'est-ce que nous pensons, nous comme Congolais, sur l'incidence du monde demain, de ce que sera le monde demain. Est-ce que nous allons rester arrimés au bloc occidental comme on l'est aujourd'hui? Est-ce que nous allons nous arrimer dans le sud global qui se met en place? Est-ce que nous allons rester dans un bloc du milieu où on n'est ni dans le bloc occidental, ni dans le sud global, mais avec qui? Ça, c'est ce que nous devions tirer comme conséquence, mais les autres vont continuer à penser. Les Ukrainiens pensent qu'ils peuvent influencer les Africains, et donc c'est des bonnes guerres qu'ils se déploient. Peut-être que derrière les ambassades, ils veulent aussi recruter. Ils sont en manque d'hommes, ils sont en manque d'effectifs. On le sait, il y a quelques années, ils avaient commencé à recruter, en tout cas à encourager les mercenariats de jeunes Africains vers la guerre. Il est possible qu'officiellement maintenant, en s'installant, qu'ils accompagnent ces formes de mercenariat en mobilisant les jeunes Africains pour aller continuer la guerre parce qu'il manque en main d'œuvre. Alors on peut directement déduire que la RDC a tourné le dos à la Russie et qu'il est allé vers l'Ukraine. Déjà, la RDC n'est pas proche de la Russie. Je rappelle quand même que nous avons voté contre. Quand le Conseil de sécurité a condamné la Russie, lorsque l'ONU a condamné la Russie, le Congo a voté contre la Russie. C'est-à-dire même s'il a voté alors que beaucoup de pays avaient voté abstention, le Congo déjà avait voté contre la Russie. Ensuite, en s'alignant sur la politique américaine. Je rappelle quand même que le président a toujours vanté son partenariat privilégié avec les États-Unis d'Amérique.
Et donc, nous n'avons jamais été proches de la Russie, même si le président a pris part au sommet Russie-Afrique en début de son mandat, et qu'à l'époque, il avait signé quelques contrats avec des chemins de fer à réhabiliter. Vite, il s'est rebuffé. Et rappelez-vous, il y a quelques mois, lorsque le TASS a publié le protocole d'accord, en tout cas le mémorandum d'entente de coopération militaire avec la Russie, le gouvernement a vite démenti pour dire qu'il n'y a pas de lien. Donc jusque-là, la politique du président Félix, ça a toujours été de rester proche de son partenaire privilégié qui est les États-Unis d'Amérique. Et d'ailleurs, l'Ukraine, qui est alliée aux Américains, c'est pas étonnant qu'ils viennent s'installer chez nous, parce que le président étant arrimé vers le bloc occidental. Oui, même si on n'est pas proche de la Russie, mais le fait d'ouvrir l'ambassade de l'Ukraine ici, ça démontre déjà qu'on a fait un choix. C'est ça. Même en n'étant pas proche, ça démontre qu'on s'est penché vers un camp. Mais nous sommes déjà dans un camp. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, le président fait partie du bloc occidental. Dans sa manière de faire les choses, il a une relation privilégiée avec la Belgique, même si à un moment donné, il y a des tensions avec l'Union européenne, mais il a un partenariat privilégié avec les États-Unis. Il a fait le voyage vers la Chine en fin de mandat, une seule fois. En fin de mandat, il reste vraiment à ce stade arrimé sous la politique américaine. Il s'est aligné sur la politique de Donald Trump de déplacer la capitale, notre ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, hein, ce qui était vraiment un choix assez risqué. C'est un choix qu'il a pris. Et donc, jusque-là, le président ne s'est pas encore éloigné de sa stratégie de départ, à savoir s'aligner sur la politique américaine. Est-ce que les échecs diplomatiques avec le Rwanda, tentative d'isoler le Rwanda, vont le pousser à aller plus loin? Jusque-là, en tout cas, il reste dans cette logique-là. Voilà. Damien Terranova, ces réchauffements de coopération avec l'Ukraine, RDC-Ukraine, poussent à se poser la question, pourquoi seulement maintenant? Parce que les hasards n'existent pas. Hein. Oui, justement, les hasards n'existent pas, comme vous le dites. Et pourquoi seulement maintenant? Je pense que mon co-débatteur a très bien épilogué là-dessus, en nous donnant des éléments, des références. Hein. C'est vrai que l'Ukraine, d'ici peu, aura besoin de la main-d'œuvre. Et ici, au Congo, nous avons une main-d'œuvre qui peut lui être utile. Militaire. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Oui. Et puis, il faut savoir hein, que l'Ukraine, étant un pays de l'ex-URSS, il y avait là-bas des bonnes formations hein, en électricité comme en nucléaire. Et nous pouvons en bénéficier aussi. Parce que nous avons des gens qui ont été là-bas dans les années 60, 70 et qui ont étudié. Et aujourd'hui, nous aussi, Congolais, ça peut nous être utile. Donc ça, c'est du côté positif. Mais aussi, il faut savoir que l'Ukraine, c'est un pays pauvre hein, qui a besoin de certaines ressources ici, qui se trouvent ici au Congo, notamment nos minéraux stratégiques. Et ils sont là pour ça. Non, mais ils peuvent venir pour ça. Ça fait partie de coopération. Ça fait partie des coopérations. Et vous savez aussi, l'Ukraine, c'est un grand pays agriculteur. Hein, ils ont des grands champs là-bas. Peut-être que ça aussi, comme nous, le Congolais ne veut pas faire l'agriculture, peut-être qu'ils vont être intéressés dans l'agriculture. Donc il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'intérêts qui peuvent les attirer ici chez nous et que nous pouvons aussi mettre à leur disponibilité. Il y a par contre une question peut-être un élément qu'il faut ajouter, c'est que l'Ukraine a reçu énormément d'équipements militaires de l'OTAN et des États-Unis. C'est un pays qui a reçu énormément d'équipements dans la logique de la guerre contre la Russie, et on a dans beaucoup de rapports, on parle éventuellement des détournements des équipements vers d'autres pays. Est-ce que le Congo n'est pas intéressé par l'équipement militaire que détient la Russie? On sait que la Pologne a armé le Rwanda voisin, que le système de défense que le Rwanda utilise contre le Congo vient de la Pologne, donc de l'OTAN. Est-ce qu'en s'alignant vers l'Ukraine, le gouvernement ne vise pas également à bénéficier de ce soutien en équipement militaire dont dispose l'Ukraine pour s'armer dans sa logique de guerre avec le Rwanda? C'est ça aussi qu'il faut voir derrière, parce que l'Ukraine aujourd'hui reçoit énormément d'aide militaire, énormément d'équipements militaires. Ok, voilà. On va attendre l'avenir. Hein. L'avenir nous en dira plus. Nous prenons un autre sujet, c'est la formation du gouvernement souminois, 10 jours après sa nomination, toujours dans l'attente. Et hier, elle était avec les membres du Présidium de l'Union Sacrée. Kamere, Bemba, Kabuya et Bahati. Et au sortir, Vital Kamere, c'est peut-être la phrase qui a vraiment attiré l'attention de tout le monde. Si on les laisse sans interférence, hein, et elle va bien travailler.
C'est-à-dire quoi? Comment vous avez perçu cette phrase? C'est justement ça, madame. Lorsque madame Souminois a été nommée, vous m'avez reçu dans votre émission et je vous ai dit que cette dame, c'est une valeur, madame Souminois, mais une valeur dans les mains de celui qui n'en connaît pas la qualité, ça ne sert à rien. Vous voyez, c'est comme si tu vous donnais des $100 dans les mains d'un enfant. Alors, si l'on ne laisse pas, voilà que monsieur Caméré vient de le confirmer, si on ne laisse pas Madame Souminois faire son gouvernement à elle, selon sa vision, ça sera un échec. Ça sera vraiment un échec. Nous souhaitons à ce qu'on la laisse les mains libres. Mais, comme je vous l'avais dit ici, toujours, que l'Union sacrée est une nébuleuse de plus de 100 partis politiques. Plus de 100 partis politiques. Alors, c'est vrai, on vient de recevoir les présidiums, mais c'est l'instant du partage du gâteau. C'est l'instant du partage du gâteau, et vous allez voir que ça sera un grand problème. Sans parti politique, mais il faut que vous ayez 10 députés pour avoir un poste ministériel. Même ça, même comme ça. C'est ça la règle. Les autres, bien sûr, je ne pense pas que cette règle soit acceptée par tous, parce que les autres ne sont pas venus vous accompagner. Même s'ils n'ont pas de députés, mais ils ont battu campagne. Même s'ils n'ont pas de députés, bon, ils ont joué un rôle quelque part. Et maintenant qu'il faut manger, ils doivent se retrouver quelque part aussi pour avoir ne fût-ce que une petite portion. Vous voyez? Quelque part, oui, mais pas au gouvernement. Ils peuvent être dans les entreprises publiques. Parce que... Mais voilà, ouais. Tout ça, ça se discute. Parce que c'est lui qui gère les entreprises publiques, c'est le Premier ministre. C'est le gouvernement qui gère ces entreprises. Donc ça se discute. Alors vous voyez, aujourd'hui, Madame Souminois, qui est une valeur congolaise, je pense que si on la laisse faire son travail correctement, ça sera une très bonne chose. Mais si on ne la laisse pas, en tout cas, ça sera l'hécatombe comme nous l'avons décrié bien avant. Je reviens à vous. Christian Moleka, l'interférence. Qu'est-ce que Mopo a analysé de leur façon, c'est ce mot de Camille, c'est-à-dire qu'il reconnaît qu'il y a toujours eu interférence, même quand lui, il était ministre de l'économie, il a subi l'interférence et il ne veut pas que ça puisse atteindre la première ministre, qu'il a même vanté les qualités et que ça doit s'arrêter. Oui, ça veut dire que lorsqu'on est chef du gouvernement, on doit l'être réellement et qu'il ne doit pas avoir une forme d'informel dans l'ombre qui tire les ficelles. Le problème, c'est est-ce que c'est elle la vraie tireur de ficelles ou est-ce que dans l'ombre, il y a d'autres personnes qui donnent des injonctions sur ce qui doit être le gouvernement au-delà de ses propres capacités. Qui est cette personne qui fait toujours de l'interférence, selon vous? Vous savez, en politique, il y a ce qu'on appelle science politique, le formel et l'informel. Vous avez un rapport de force formel avec un Premier ministre qui est installé, mais il y a également ce qu'on appelle un informel. Ça veut dire des zones d'influence qui ne sont pas forcément officielles, mais qui peuvent interagir sur l'officiel. Un peu des Katoubamouaki à l'époque. C'est possible, ça peut prendre plusieurs noms. Ça peut s'appeler Katoubamouaki, ça peut s'appeler Pierre Lumbi, ça peut s'appeler Mamamart, ça peut s'appeler autant de noms possibles, mais c'est un système informel qui, dans tout le pays du monde, interfère sur la formation du formel. Et donc, tout dépend du rapport de force qu'on en impose, du leadership qui est imposé, de la confiance qu'a le chef de l'État sur la personne qu'il nomme, et sa capacité à avoir des épaules larges pour porter parfois des coups. Et donc, ça dépendra d'elle, de sa capacité à tenir aux influences, de la confiance que lui donne le président et de la puissance qu'il lui donne pour qu'elle puisse résister face à ces formes informelles de pouvoir qui existent dans tous les systèmes politiques. Après, il faut qu'elle ait le coup des franches parce que si elle a une vision d'action, elle a besoin d'hommes qui correspondent à sa vision d'action. Autant l'informateur a travaillé sur les rapports de force peut-être numériques, équilibre géopolitique, autant aujourd'hui elle devait travailler sur les profils d'hommes qui doivent s'inscrire dans sa vision. Et je crois que c'est la partie peut-être la plus difficile. Parce qu'au Congo, on peut dire, voilà, 10 députés, ça vous donne un ministre. Mais un ministre, c'est neutre. Quand il faut donner un visage à un ministre, c'est un profil. Est-ce que ce gouvernement aura-t-il un profil technocratique, parce qu'elle est technicienne, ou elle aura un profil politique? C'est à ce niveau-là que commencent les jeux d'interférence. Si la première ministre veut avoir une équipe de techniciens, elle vous dira, voilà, vous, UNC, vous avez droit à 3 ministres, mais voici le profil que moi je veux.
On parle de 3 propositions. Hein. Chacun pour un Oui. poste, vous devez donner 3 noms. Oui, mais Selon il ce faut, que nous il avons faut- appris, il faut qu'ils reviennent, et qu'il faut que ces 3 noms-là adoptent un profil bien défini. Et c'est à ce niveau-là que se jouent les interférences, parce qu'on sait au Congo, parfois le gros poisson, les gros leaders de politique ont des capacités d'influence qui peuvent dépasser les 3 noms, ou même imposer des profils donnés. Et donc si on ne lui laisse pas les marges de choisir les profils qui correspondent à ce qu'elle veut réaliser, au-delà des quotas en termes numériques et des poids politiques, eh bien, elle aura une équipe qui ne correspondra pas à sa vision d'action et qui ne l'aidera pas à atteindre ses objectifs. est-ce qu'on va lui laisser ces marges-là ou ce sera toujours ce système des quotas, des partis politiques La politique est rapport de force. La politique est fondamentalement rapport de force. Le problème, c'est qu'est-ce qu'elle a comme balance de rapport de force en ce moment? Est-ce qu'elle a la pleine confiance du président pour dire, par exemple, non? Vous vous rappelez, à l'époque d'Antoine Gizenga, tout le monde parlait de Yann Divé. L'expression a fait succès à Kinshasa, Yann Divé, Yann Dikaka. Ça veut dire le poids politique de la personne, son personnage, et peut-être l'influence qu'il avait sur le président Kabila, puisqu'il l'avait aidé pour passer au second tour, lui donner, je dirais, une influence pour dire non à tel type de profil. Gizenga. Est-ce que Soumina, avec son poids politique personnel, avec l'influence qu'elle pèse sur le président, a les capacités de dire non à ce profil, oui à ces profils? Quand vous la voyez là, elle en a des capacités? Je ne la connais pas personnellement. Oui. Je vois une femme plus ou moins rigoureuse parce qu'elle est assez discrète. Elle a travaillé dans les Nations Unies, donc elle a certainement le background du réseau et donc rigueur. C'est possible, mais politiquement, je ne connais pas son réel poids politique. Je sais qu'elle est proche du président, parce qu'elle a travaillé quand même au CVS, à la présidence de la République pendant un certain nombre de temps. Elle fait partie du réseau diaspora, et donc du réseau d'influence. Mais quelle est sa capacité personnelle en termes de poids et de personnalité à dire non à tel profil? Ça, on va le découvrir quand le gouvernement sortira. On cherche aussi à découvrir cette interférence. Qui est derrière cette interférence? Vous ne trouverez pas, c'est une toile d'araignée. Ça n'a pas forcément un visage. On résume tout, on peut résumer ça, mais ce n'est pas forcément un visage. Peut-être un groupe de personnes. Ça peut être un groupe d'influence, ça peut être ce que vous ne pensez pas. Est-ce que vous savez, par exemple, que dans notre pays, il y a des religieux qui ont de l'influence? Des religieux. Des religieux qui ont de l'influence et qui peuvent interférer dans la fonction du gouvernement. Des religieux, pas forcément des politiques. Des religieux qui ont de l'influence, qui peuvent appeler pour dire au président tel ou tel autre. Ça existe. Donc ce n'est pas forcément politique, mais cet informel existe. Le problème, c'est pas que l'informel existe. Le problème, c'est que entre le formel et l'informel, le formel doit dominer dans les rapports de force. Voilà. Alors, Terranova, Fumutoto, bonjour. Je repose la question d'abord à Damien Terranova. Ça semble retardé, hein, comme de l'analyse de Christian Moleka. Il faut vraiment qu'on se mette d'accord pour tout. Et tout à l'heure, vous avez dit qu'il y aura certaines personnes qui cherchent seulement à se retrouver. Et ceux qui ne vont pas se retrouver, là, nous allons revenir dans la prophétie, si je peux appeler ça comme ça, des Kabouilles, en disant que dans les jours à venir, il y aura des zones de turbulence. Oui, bien sûr. Les zones de turbulence, c'est prévisible, madame. Parce que, comme je venais de vous dire, déjà parmi les 4, enfin, je crois qu'ils sont 4 ou 5 du membre de Présidium, ça ne se converge pas, ils ne s'entendent pas déjà. Ça, c'est déjà un sérieux problème que madame la ministre a. Et vous voyez, cela, continuant ainsi, ça va toujours nous faire, nous donner du retard pour la sortie officielle du gouvernement. Et vous connaissez les appétits voraces qu'ont nos politiques. Et cela fait que madame est en train d'avoir un morceau très dur, parce que ça fait déjà 10 jours où elle est en train encore de consulter, c'est-à-dire même les 3 noms qu'elle a demandés, elle ne les a pas encore. Nous risquons d'aller jusqu'à la fin du mois et même aller jusqu'au mois prochain, sans gouvernement. Et ça, c'est terrible pour un pays comme le nôtre, pendant cette période de crise, où nous devrions, je pense, avoir un gouvernement, même si notre constitution nous donne, comment dire, un temps très large, au moins, par la capacité des personnes, ils pouvaient comprendre que le temps est dur et qu'il fallait vraiment nous donner un gouvernement dans le plus bref délai. Mais vous allez vous rendre compte que ça fait déjà 4 mois
que le président de la République, depuis que le président de la République a prêté son serment, et il a été investi dans ses fonctions, c'est depuis janvier, et aujourd'hui nous sommes déjà au mois d'avril, ce qui fait qu'on n'a toujours pas du gouvernement. 4 mois après. Ça fait 4 mois malheureusement, et sans gouvernement, un pays en guerre, nous sommes vraiment en difficulté. Voilà. Vous, Toto, bonjour et rebonjour encore. Vous entrez directement dans le sujet. Merci. C'est hier, après la rencontre de la Première ministre avec les présidiums de l'Union sacrée, les membres, Caméré qui dit qu'il a vanté les qualités de la dame, et en plus, il dit que si elle travaille sans interférence, il y aura une réussite. Interférence. Qui interfère? Pourquoi il est dit? C'est que les autres subissent l'interférence. Quelle est votre analyse? Bon, il n'y a pas d'action politique sans interférence politique. Même les décisions du chef de l'État sont influencées par des personnes qui n'ont pas le même pouvoir que le chef de l'État. Il y a en science comme en art politique la différence entre avoir le pouvoir et l'exercer. La différence entre le pouvoir réel et le pouvoir apparent. La personne à qui le chef fait confiance pour lui présenter des choses peut aussi être parfois plus influente et nécessaire que le chef lui-même. C'est-à-dire? Mais ça veut dire que le chef de l'État tel qu'il est là, ce n'est pas lui seul qui décide. Et même s'il veut décider, il a des conseillers. Et le rôle du conseiller, c'est quoi? C'est d'interférer aussi aux décisions du chef. Les conseils, ouais. Mais justement, quand vous avez besoin d'un conseil, c'est pour qu'il vous donne son point de vue sur ce que vous voulez faire. Ce point de vue peut vous décourager par rapport à ce que vous voulez, ça peut vous encourager. Et le point de vue d'un conseiller peut aussi incarner son intérêt. Et la différence entre le conseiller et l'autorité, c'est que le conseiller fait des propositions et l'autorité décide. Mais est-ce que les conseils d'un conseiller n'influencent pas la décision d'une autorité? Les interférences politiques, il y en aura. Parce que Madame la Première ministre n'est pas le chef de l'État. Madame la Première ministre n'est pas responsable de tous les partis politiques qui ont réussi à avoir le quota qu'il faut pour présenter des ministres au Parlement. Mais est-ce que ce sont ces interférences qui signifient la malgouvernance? Non. Non, mais avec les expériences passées. Non, les expériences du passé, nous, au niveau de la Troisième, nous disons que c'est l'insalubrité spirituelle qui pose pour le Congo un problème d'homme, de culture et d'organisation. On peut tout faire en politique pourvu que la communauté pour laquelle ou sur laquelle le pouvoir politique est exercé se retrouve, bien sûr, avec certaines limites par rapport à la moralité, à l'humanité. Est-ce ça le problème? C'est un faux problème. Le présidium lui-même a des préférences politiques. Les membres du présidium eux-mêmes vont échanger avec le chef de l'État. Parce que moi, je ne pense pas que le contact politique se limite seulement entre Madame la Première ministre et les membres du présidium. Non. Vous avez dit, peut-être Tononov qui avait dit quelque chose ici, il y en a qui veulent partir, il y en a qui ne veulent pas partir. Oui. On ne change pas l'équipe qui gagne. On ne maintient pas l'équipe qui perd. Est-ce que les ministres qui ont bien travaillé doivent partir? Pourquoi doivent-ils partir? Parce que tout simplement, nous voulons les remplacer, qu'il faut arriver jusqu'à dire, mais à nier même ce que les autres ont fait. Alors, si vous diabolisez un ministre que vous n'avez pas nommé, vous ne connaissez pas ce que le chef de l'État lui a demandé en tant que le grade du bon fonctionnement des institutions de faire lorsqu'il le nomme. Vous ne savez pas accéder à ce qu'il a comme données d'État déjà réalisées. Quand vous le critiquez, est-ce que vous avez la même lecture que le chef? Nous pouvons avoir des réformes. Lecture, c'est par rapport à les retombées, par rapport à la population, par rapport à ce que les chefs voient. Les retombées par rapport à la population. Oui. Est-ce que la population est capable, dans son ensemble, prenons la population, dans son ensemble, est-elle capable de juger positivement les réformes politiques déjà entamées? Je vous donne l'exemple. Ça, c'est dans la théorie. Non, je ne suis pas dans la théorie. Je vous donne l'exemple. Terrain. Madame, je vais vous donner l'exemple. Lorsque le ministre, par exemple, des Finances entame des réformes fiscales et non fiscales,
Lorsque le ministre de Finances, par exemple, sur les 10 revis avec l'FMI, nous entamons 5 revis déjà sur 10. C'est terminé la revue. Ah, mais voilà le problème. Oui. C'est que les Sciences Po, ça tape aux oreilles de la population. les Sciences Po, c'est une science de la noblesse, c'est pas accessible à tout le monde. Et que l'art politique, c'est un art aussi de salon, et que tout le monde n'est pas en mesure de savoir critiquer, proposer politique. Vous savez ça que ça représente. Je vous prends. La moyenne de réserve d'échange pour un pays tiers monde comme en Afrique, c'est de 2 milliards la moitié. Aujourd'hui, nous sommes à 5 milliards la moitié. Si nous prenons aujourd'hui le financement des grands projets par le ministre des Finances, si vous prenez la construction de l'arène sportive en République démocratique du Congo, la population doit-elle savoir aujourd'hui que c'est déjà un grand pas? Si vous prenez aujourd'hui la création, par exemple, la réforme au niveau des jeux d'hasard et d'argent, qui nous donnait 3 millions de dollars, mais avec la réforme sur Nicolas Kazadi, on sera à 220 millions de dollars. Est-ce que le peuple est appelé à comprendre ça? Le financement des dépenses électorales par le ministre Nicolas Kazadi a plus d'1 milliard et quelque chose sous fonds propres. Est-ce que le peuple est capable de comprendre ça? La construction de la route, de la RN24, qui s'engage Béni. Est-ce que la population de Kinshasa voit ce que la population de l'Est est en train de gagner à travers cette route-là? La rénovation du grand centre hospitalier Mamayemu. Est-ce que ceux qui sont à Béni voient ce que les Congolais de Kinshasa viennent de bénéficier, financés par le ministre des Finances? Aujourd'hui, l'achat des armes et autres équipements militaires financés par le ministère des Finances. Si vous posez la question aux Congolais, est-ce que Nicolas Kazadi a très bien travaillé? Ceux qui n'ont pas les données vont dire quoi? Le salaire va fonctionner, ça dit 2 mois, et faut terminer à noter. Est-ce que le ministre des Finances, à qualité, a le pouvoir de bloquer le chef de l'État? Donc, moi je crois qu'aujourd'hui, dans le gouvernement de Ilunkamba, comme dans le gouvernement de Samal Konde, il y a des ministres qui ont très bien travaillé et qui malheureusement n'ont pas bien communiqué. Il y a aussi des ministres qui ont très mal travaillé et qui ont beaucoup communiqué. Est-ce que tout le monde est à la hauteur d'analyser? Nous voulons maintenir ceux qui ont bien travaillé. Nous voulons aussi ajouter les autres qui peuvent bien travailler. Les interférences politiques, il y en aura. Madame Judith Smith, moi je la connais, pour l'avoir interrogée, pour avoir écouté et pour avoir été en contact avec ce qu'elle a dirigé. Vous allez voir, mon frère Kissa Moleka a effleuré quelque chose ici. Elle a travaillé d'abord dans un service spécialisé de la présidence qui était chargé de contrôler ce qui se passe au niveau du ministère du Plan. Le ministère de l'État en charge du plan. Conséquence, pour avoir bien fait ce travail-là, le chef de l'État lui a confié le ministère d'État en charge du plan. Après, parce que beaucoup de gens, peut-être qu'ils ne savent pas, peuvent découvrir que tout ce qui est lié au programme, tant de l'ordre interne qu'international, c'est le ministère du plan qui s'en occupe. Merci. Et le chef de l'État a compris que cette dame qui a bien piloté le ministère du plan peut devenir la première ministre de la République démocratique du Congo. Elle a l'autorité qu'il faut et les présidents des partis politiques et même les autorités du présidium de l'Union sacrée n'auront aucun pouvoir sur elle. Ça ne sera pas comme le gouvernement Lukamba. Je dis bien, ils n'auront aucun pouvoir sur elle. Merci. Que l'autorité vous réagissez et le peuple congolais. Vous réagissez? Oui, vous savez, c'est ça le mal congolais en fait. La population congolaise, en grande partie, elle est, je ne dirais pas analphabète, mais elle n'a pas accès à l'information. Ce qui veut dire, la seule information qu'elle a, c'est son ventre. Il doit voir les améliorations sur son quotidien, c'est-à-dire son quotidien immédiat. Et son quotidien immédiat, c'est d'abord le panier de la ménagère, et puis deuxièmement, c'est le social. Okay? Vous avez le transport, vous avez les routes, vous avez le travail et tout ça. Alors, si réellement, ok, bon, ce que monsieur Fumototo venait de dire, ce n'est pas faux. N'est pas faux. C'est vrai que nous avons, il y a eu de croissance sur le plan, sur le plan financier dans ce pays, mais est-ce que cette croissance a-t-elle de l'impact sur la population qui est la population lambda, la population des bases? Moi, je vais dire tout ou non. Et même lui ne va pas me contredire. Pourquoi? Parce que si le financement du programme de bonne foi, vous n'allez pas me contredire parce qu'aujourd'hui, la vie du Congolais est vraiment, le mot qui mérite, c'est médiocre. Vous voyez, le Congolais qui était hier à $1, aujourd'hui, il est en deçà de $1. Et ça se voit, ça se vit, et la misère est sous le visage de tout le Congolais. Est-ce que aujourd'hui, nous pouvons dire que ce gouvernement qui a travaillé pendant 5 ans
ou bien pendant 4 ans, ou bien pendant 3 ans, a été meilleur, quel est le secteur gouvernemental qui a eu de l'épanouissement, ou bien qui a bien travaillé pour avoir de l'impact sur la population? Je n'en vois pas. Je n'en vois pas. Et donc, pour moi, tous ces ministres doivent être remplacés. Je ne vois pas un seul. Même les seuls docteurs en économie que nous avons eu au ministère de l'économie, il n'a pas fait grand feu. Il n'a pas fait grand-chose pour la population. Malheureusement, la seule chose, la seule évolution que lui-même a eu à brandir devant la face du monde, c'est de dire que je suis allé arriver au ministère de l'économie, j'ai trouvé le salaire à autant et je l'ai majoré à autant. Mais est-ce que sa politique économique a-t-elle eu de l'impact sur la population ou bien dans le panier de la ménagère? Je n'en dirai pas trop, parce que vraiment, il n'y a pas eu grand-chose. Donc moi, je pense que tous ces ministres, il faut les balayer, que ce soit celui de l'infrastructure, malheureusement, même si nous avons vu quelques 2-3 routes de gauche à droite. La route dont mon grand frère Fumutoto fait allusion de Beni Kisangani, cette route, je ne sais pas comment ça se fait, parce que j'ai quelqu'un qui a fait cette route-là, il m'a dit, c'est une route qui est encore en terre, et il n'y a rien qui est fait sur terrain. Alors, ce sont des choses, des informations comme ça, que nous, qui passons à la télévision, nous venons, je ne veux pas dire tromper l'opinion, mais mettre l'opinion à mal d'informations. Et pour moi, en tout cas, tout le monde doit démissionner, tout le monde va partir, et on doit donner la chance à Mme Souminoua, dont aucun ne doute de ses capacités intellectuelles, et même de sa capacité managériale. Et j'ajouterai encore sa capacité technique pour nous donner un bon travail. Alors, nous disons qu'on la laisse la main libre, au moins qu'elle se choisisse ses propres acteurs, et qu'elle interagisse avec ses propres acteurs. Alors à ce moment-là, nous allons l'évaluer au bout d'un moment. Ok, Christian Moleka, votre point de vue. Ben, je vois qu'il y a maintenant une sorte de plaidoyer qui se fait pour défendre tel ou tel autre ministre. Je crois qu'il faut quand même rappeler que l'action gouvernementale est une action concertée. Et lorsqu'il y a un financement pour un projet, ce n'est pas un financement sectoriel. C'est un financement du gouvernement. On ne peut pas donner autorité à un ministre de revendiquer tel ou tel type de financement parce que c'est l'action du gouvernement et c'est le financement du gouvernement, même si c'est lui qui a l'argentier. On peut faire un long procès, hein. Moi je ne suis pas là pour parler de personne, mais on a quand même vu que notre chaîne des dépenses pose problème. Qu'il y a énormément de dépenses qui ne passent pas par la chaîne des dépenses, qui se font en mode d'urgence. On ne parle même pas d'énormes problèmes avec la dette intérieure qu'on a liquidée en mode d'urgence. Il y a énormément de problèmes en termes de finances publiques dans notre pays. Et donc, je ne vais pas faire des procès de personne, mais notre finance publique pose problème. Aujourd'hui, nous sommes le 12 avril. Est-ce que nos agents de l'État sont payés? Pourquoi? Alors qu'il y a quelques mois, il y a quelques années, le salaire tombait avant la fin du mois. À partir du 20, le salaire tombait. Si les finances publiques sont si... Je voudrais ajouter quelque chose. Si les finances publiques sont si rayonnantes qu'on le dit, pourquoi nous sommes passés des salaires qui tombaient le 20 du mois à des salaires qui ne tombent plus à la fin du mois et qui passent au mois suivant? Mais il n'y a pas longtemps, Afrique Intelligence a publié que nous avons financé les élections en coupant sur les financements de la Banque mondiale et du FMI. Et que ça va nous créer des problèmes. Je crois que Fumutoto est suffisamment informé pour le savoir. Afrique Intelligence a publié ça numéro du mois de mars, si je ne me trompe pas, du 29 mars. Que le gouvernement a financé les élections en ponctionnant l'argent de FMI, des programmes des Nations Unies, des FMI pour financer les élections. Fumutoto est certainement informé pour savoir que 145 territoires, c'est le DST, le droit spécial des tirages, que nous avons hérité de FMI, les fameux 1,6 milliard qu'on a divisé en deux. 50% c'est parti soutenir la balance des paiements et 50% c'est parti financer les 145 territoires. Ce n'est pas de la mobilisation interne en premier, c'est des dons, des prêts que nous avons reçus. Donc oui, on peut faire un débat sur les personnes, mais peut-être ce n'est pas le lieu, ce n'est pas le moment. Mais moi je crois que la Première ministre a besoin de travailler dans la sérénité. Elle n'a pas besoin des personnes qui dépendent d'autres autorités et qui ne seront pas sous son autorité. Fumutoto commence